by design? Is that duty? Is that desire? Oh, it's a mixture. I think it's certainly by design, because it's really the only way to organize your life. Il y a des moments où une vérité éclate si soudainement qu'on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Pour moi, tout a commencé un jour qui semblait au premier abord aussi ordinaire que n'importe quel autre, jusqu'à ce que je sois confronté à des documents qui donnaient une dimension nouvelle et bouleversante à tout ce que je croyais savoir des dernières années de la vie de Diana. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une chambre secrète dans ma mémoire. Une chambre pleine de questions, de soupçons et de craintes inavouées que j'avais ignorées pendant des années car il était plus facile de croire que certaines choses resteraient à jamais un mystère. Mais soudain, tout était clair. Et moi qui avais toujours pensé pouvoir regarder le passé avec un recul rationnel, j'ai senti mon corps réagir avant même que mon esprit ne puisse le faire par le choc, l'incrédulité et une prise de conscience profonde et douloureuse. Parfois, la vérité est plus dangereuse qu'un mensonge. Le premier document que j'ai vu décrivait comment Diana avait été délibérément induite en erreur à l'époque grâce à de faux relevés bancaires, de prétendues preuves d'espionnage et des théories du complot la concernant. Les faux étaient présentés de manière si convaincante que même ceux qui connaissaient bien Diana n'ont pas immédiatement réalisé qu'on la menait dans une histoire complètement absurde. À sa lecture, j'ai ressenti une sorte de colère et de tristesse m'envahir. Non pas parce que j'étais surprise que des erreurs aient été commises, car je le savais depuis longtemps, mais parce que j'ai compris à cet instant précis qu'il ne s'agissait pas d'une simple négligence journalistique. C'était une tromperie calculée, une manipulation qui empoisonne l'esprit et érode lentement la confiance en l'humanité. Je n'arrêtais pas de penser qu'a-t-elle dû ressentir, qu'est-ce que ça a dû être de voir des preuves suggérant que des membres de sa propre famille, des personnes qui l'entourent depuis des années, voulaient lui faire du mal. En poursuivant ma lecture, je me suis surprise à repenser sans cesse à mon propre vécu, familial, les tensions silencieuses, les non-dits, le fragile équilibre entre vie privée et rôle public. Maladie, mort, deuil, scandale, notre famille a tout connu. Mais jamais auparavant je n'avais ressenti aussi intensément la vulnérabilité d'une personne vivant dans un monde où vérité et mensonge sont si intimement liés. Les documents décrivaient non seulement les relevés bancaires falsifiés, mais aussi comment Diana était persuadée d'être entourée de personnes qui voulaient la trahir, voire lui faire du mal. L'idée que quelqu'un à cette époque ait exacerbé ses craintes à des fins journalistiques me révoltait. Lorsqu'on trompe une femme dans une situation de telle vulnérabilité émotionnelle, on ne se contente pas de créer une histoire. On crée une réalité dans laquelle elle est piégée, et cette prise de conscience m'a profondément marqué. En lisant les documents, je me suis demandé combien de fois nous avions tous, à l'institution dans la famille, pensé que les craintes de Diana étaient peut-être exagérées. Combien de fois avions-nous cru qu'elle exagérait? Combien de fois avions-nous minimisé ses difficultés en les attribuant au stress, à l'épuisement émotionnel ou à une simple période difficile? Et quelle naïveté de croire que toute la vérité avait été révélée publiquement et honnêtement. À l'époque, j'éprouvais une sorte de honte, comme si j'avais moi-même été complice d'une confiance tacite jamais méritée. J'ai aussi remarqué que je commençais à reconsidérer mon propre rôle. Pendant des années, j'avais cru avoir une vision assez complète des événements de l'époque. J'étais convaincu que l'histoire se comprenait mieux de l'intérieur que du point de vue extérieur. Mais cela a directement influencé mes propres convictions. Dans quelle mesure ce que j'avais vu et compris reposait-il réellement sur des faits? Et dans quelle mesure était-ce dû à des récits construits a posteriori à la manipulation médiatique, à des demi-vérités qui peut-être nous arrangeaient mieux? À un moment donné, le dossier décrivait comment la confiance de Diana avait été systématiquement érodée par des mensonges qui l'avaient amenée à ne plus pouvoir faire confiance à personne. C'est ce qui m'a le plus profondément touché, car la confiance est le fondement de notre existence, surtout au sein d'une famille constamment soumise à la pression publique. J'ai pensé à l'image que tout le monde a de nous fortes, imperturbables maîtresses de la situation. Mais si une personne est manipulée de l'intérieur, comment peut-elle rester forte? Comment peut-elle rester elle-même? Qui la protégera alors? Et puis vint le moment où j'ai vraiment dû m'arrêter de lire. Ce n'était pas une simple phrase, mais l'ensemble. La façon dont les faits s'imbriquaient, les détails que je n'avais jamais vus, auparavant les implications trop vastes pour être ignorées. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, des larmes de colère, de tristesse et peut-être même de culpabilité. Car que faire face à une vérité qui réécrit non seulement le passé, mais aussi notre propre rôle dans celui-ci? Je me suis demandé si j'aurais dû agir différemment, si j'aurais dû être plus attentif à l'époque, écouter plus attentivement, mieux comprendre. Il est facile de dire que nous faisons tous de notre mieux avec les connaissances dont nous disposons. Mais que se passe-t-il si ces connaissances ont été délibérément déformées par des personnes extérieures à notre entourage et si le mensonge était plus fort que la vérité simplement parce que personne ne savait où chercher? Assise là, les documents encore ouverts devant moi, je compris que c'était le début d'une longue quête. Non seulement pour connaître les faits, mais aussi pour comprendre. Pour une version de l'histoire où justice et vérité auraient enfin leur place.
Car comment continuer à vivre quand on réalise soudain que l'une des plus grandes tragédies de sa famille n'a peut-être jamais eu lieu? Et que faire de cette connaissance quand on a l'impression qu'il est presque trop tard pour réparer ses erreurs? Dès que j'ai vu ces premiers documents, j'ai ressenti le besoin impérieux d'approfondir l'enquête, comme si la vérité ne résidait pas en une seule couche, mais dans de multiples fils de mensonges, de manipulations et de négligences savamment entrelacés. En poursuivant mes investigations sur les influences subies par Diana durant cette période, il m'est apparu de plus en plus clairement que sa réalité avait été délibérément déformée par quelqu'un qui exploitait sa vulnérabilité. Et plus j'avançais dans ma lecture, plus j'avais l'impression de ne pas simplement consulter un vieux dossier, mais de retracer le chemin qui m'avait mené au moment où la confiance de Diana avait été définitivement brisée. La manipulation n'était ni subtile, ni accidentelle, ni le fruit de malentendus. Elle était intentionnelle, calculée, exécutée presque mécaniquement, comme si quelqu'un connaissait précisément ses faiblesses et les exploitait sans hésitation. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon délibérée dont Martin Bachir a alimenté ses peurs. J'ai lu article après article décrivant comment il avait détruit son monde avec de faux relevés bancaires et des histoires inventées de toutes pièces d'espionnage, d'adultère et même de complots d'assassinat. Il ne présentait pas cela comme des incertitudes ou des soupçons, mais comme des faits avérés, comme s'il lui tendait un manuel de menaces. L'idée que quelqu'un ait approché Diana avec de prétendues preuves que ceux qui auraient dû la protéger la trahiraient me révulsait. Qu'est-ce que ça fait d'apprendre qu'on ne peut même pas faire confiance à son propre enfant, que même son fils, alors âgé de seulement 13 ans, serait utilisé pour vous surveiller? En lisant cela, je me suis demandé comment j'aurais réagi si quelqu'un m'avait présenté de tels faits, précisément au moment où le reste de ma vie semblait s'effondrer. Diana traversait alors l'une des périodes les plus tumultueuses de son existence. Un mariage brisé, des confrontations avec les médias des doutes quant à son propre rôle, et simultanément une quête de stabilité qu'elle n'a jamais vraiment trouvée. Il est facile d'imaginer à quel point elle était sensible à ceux qui lui murmuraient que des forces obscures œuvraient contre elle. Moi aussi, j'ai connu des moments où j'ai senti une atmosphère pesante, où j'ai eu l'impression que des conversations se faisaient murmurer à mon arrivée, que des choses restaient non dites. Mais j'ai du mal à concevoir ce que cela a dû être de ressentir non seulement la pression de l'attention publique, mais aussi le poids de menaces fabriquées de toutes pièces tout autour de soi. Les histoires de Bachir étaient presque grotesques tant elles étaient absurdes. Et pourtant, Diana y croyait. Non par naïveté, mais parce que les circonstances de sa vie à ce moment-là la rendaient liée vulnérable à la peur de ne plus pouvoir faire confiance à personne. Quand je repense à l'isolement que peut parfois engendrer la responsabilité publique, je comprends pourquoi quelqu'un comme Bachir a saisi l'occasion idéale à cet instant précis de la tromper. Il n'était pas qu'un simple journaliste. Il représentait une organisation réputée pour son intégrité. Qui pourrait douter d'une telle figure quand on a déjà le sentiment que sa vie est assombrie par des intentions cachées? L'un des aspects les plus douloureux a été ma découverte que le frère de Diana, Charles Spencer, avait des doutes sur Bachir depuis le début. Il avait pressenti que quelque chose clochait et avait même tenté de la mettre en garde. Le tragique, c'est qu'il supposait que Diana savait que ces histoires étaient inventées, mais elle y croyait. Et cette croyance ne découlait pas de l'irrationalité, mais de la profonde insécurité qui s'était accumulée en elle pendant des mois, voire des années. Ce moment m'a profondément marqué. Combien de malentendus familiaux naissent du silence, de suppositions erronées, de la conviction que quelqu'un d'autre perçoit la même vérité que vous. Au cours de mes recherches, une question m'est revenue sans cesse. Jusqu'où s'étend la responsabilité lorsqu'on manipule délibérément une femme vulnérable? Il ne s'agit pas seulement d'éthique journalistique, mais d'humanité. Il s'agit de détruire une confiance déjà fragile. Il s'agit de l'obligation morale qui incombe à quiconque sait que ses paroles peuvent avoir des conséquences considérables. Et Bachir ne pouvait ignorer cela. La précision avec laquelle il a construit ses mensonges, le choix méticuleux des preuves, le fait d'exploiter précisément les peurs qui préoccupaient le plus Diana, tout cela ne peut être une coïncidence. Ce qui m'a peut-être le plus frappé durant cette étape de ma recherche, c'est la prise de conscience de la façon dont un mensonge en apparence insignifiant peut déclencher une réaction en chaîne qui précipite une vie vers un point de non-retour. Diana a-t-elle jamais eu le sentiment de maîtriser encore ses propres choix, ou ses décisions durant cette période étaient-elles largement fondées sur une version de la réalité créée par d'autres? À vrai dire, je pense que nous avons tous fait des choix qui, avec le recul, s'avèrent influencés par de la désinformation ou de mauvaises intentions. Mais les conséquences dans le cas de Diana étaient d'une toute autre ampleur. À un moment donné, j'ai lu la reconstitution des semaines entre la première rencontre de Bachir avec Diana et la fameuse interview de Panorama. Et j'ai eu l'impression de vivre un cauchemar au ralenti. Seulement 47 jours. 7 semaines durant lesquelles la réalité de Diana a été complètement bouleversée.
7 semaines durant lesquelles sa confiance s'est encore davantage érodée. 7 semaines durant lesquelles les fondements même de sa sécurité ont été ébranlés. L'idée que quelqu'un puisse détruire si rapidement, si délibérément sa vision du monde m'a coupé le souffle. Car si c'est vraiment ainsi que sa confiance a été détruite, comment pourrait-elle jamais distinguer le danger de la vérité? Quand j'ai compris cela, mon propre point de vue a changé. Car son histoire n'était pas seulement le fruit de la manipulation, mais eux aussi de la défaillance des systèmes censés la protéger. Et c'est peut-être le plus douloureux, non pas qu'un seul homme ait menti, mais que tant d'autres aient laissé faire. Et je ne pouvais m'empêcher de penser dans quelle mesure nos vies sont-elles façonnées par les histoires que les autres nous racontent. Et comment pouvons-nous jamais être pleinement sûrs que ces histoires sont fondées sur la vérité, alors que les fondements sur lesquels nous nous appuyons sont parfois si facilement déformés? Plus je me penchais sur les derniers mois de Diana, plus je comprenais que la tromperie qui l'entourait n'était pas une simple série de mensonges isolés, mais un véritable piège qui lentement mais sûrement l'enserrait. En réexaminant chaque document, chaque témoignage, chaque détail, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment on pouvait garder la tête froide quand la réalité était constamment déformée par des menaces fabriquées de toutes pièces, des preuves falsifiées et des accusations de trahison. J'ai commencé à comprendre non seulement ce qu'on lui faisait subir, mais aussi à ressentir l'oppression que cela devait être. Comme se retrouver dans une pièce où les murs se referment sur soi sans que personne autour de soi ne s'en aperçoive. Le plus troublant était la façon dont de petites manipulations délibérées s'étaient accumulées pour créer un climat de danger omniprésent. Bachir lui a dit que les personnes qui l'avaient entouré pendant des années l'espionnaient. Il lui a montré des documents qui prouvaient que le personnel du palais était payé pour la surveiller. Il est même allé jusqu'à lui affirmer que son propre fils, alors nourrisson, était utilisé par un appareil spécial pour enregistrer des conversations. J'ai eu un frisson en lisant cela. Car qu'arrive-t-il à une mère lorsqu'on la persuade que même son propre enfant n'a plus sa place dans son cœur? Dans les reconstitutions qui ont suivi, j'ai vu la confiance de Diana s'éroder peu à peu. Elle a commencé à s'isoler de ceux qui l'avaient fidèlement soutenue pendant des années. Elle a rompu les liens avec le personnel qui avait réellement tenté de la protéger. Et plus douloureux encore, elle a pris ses distances avec les services de sécurité qui avaient veillé sur elle pendant des années. À la lecture de ces événements, j'avais l'impression d'assister à une tragédie déjà en cours, mais où personne n'était intervenu à temps. Non pas par manque de volonté, mais simplement parce qu'ils ignoraient ce qu'on lui disait. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser que Diana n'agissait pas uniquement par peur à cette époque, mais par un profond désir d'autonomie. Elle voulait se libérer d'un système qui ne l'avait pas toujours traitée équitablement, et simultanément, elle avait besoin de soutien pour traverser cette crise. Mais que se passe-t-il lorsque les personnes en qui vous avez confiance vous induisent en erreur? Quelle part de libre arbitre reste-t-il lorsque vos décisions reposent sur des informations délibérément falsifiées? Ce qui m'a aussi frappé, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. En seulement 7 semaines, sa vision du monde a été complètement bouleversée. La période entre sa première rencontre avec Bachir et l'interview devenue célèbre apparaît aujourd'hui comme l'un des épisodes les plus dangereux de sa vie. Mais à l'époque, personne ne percevait l'ampleur des dégâts. Même pour les observateurs extérieurs, l'interview semblait n'être qu'une simple expression de sa souffrance intérieure et non le fruit d'une illusion savamment orchestrée qui la rongeait de l'intérieur. En poursuivant ma lecture, je me suis surprise à réfléchir à la vulnérabilité qui naît de cette tension entre deux réalités. D'un côté, le monde officiel rigide et organisé, bâti sur des protocoles, des devoirs et des hiérarchies. De l'autre, le récit murmuré par quelqu'un, une histoire qui joue précisément sur les peurs déjà enfouies en nous. Comment peut-on garder le cap face à des vérités aussi contradictoires? J'ai presque ressenti physiquement le poids de ce fardeau pour elle. Les événements qui ont suivi l'interview m'ont également hanté. Quelques jours plus tard, de mystérieux cambriolages ont eu lieu au domicile des personnes impliquées dans la fabrication des faux documents. Seules les disquettes contenant les preuves ont disparu. Le reste est resté intact. En apprenant cela, je me suis demandé jusqu'où s'étendait réellement ce réseau de tromperie. Était-ce seulement un journaliste? Ou y avait-il d'autres personnes qui savaient en quelque chose, qui voulaient dissimuler des informations, qui cherchaient à contrôler une situation qui avait depuis longtemps dégénéré? Le constat le plus tragique fut cependant de lire comment Diana s'était progressivement éloignée de la protection professionnelle. Au lieu de la sécurité royale qui avait veillé sur elle pendant des années, elle s'appuyait de plus en plus sur des agents de sécurité privée dépourvus de la même expertise et de la même rigueur. J'imagine ce que cela a dû être une femme cherchant à se libérer d'un système qui l'avait étouffée pendant des années, mais qui sans le savoir se mettait en danger en se fiant à de fausses informations. Et c'est là que l'intrigue de manipulation se transforme non seulement en une histoire de tromperie, mais aussi en une histoire d'isolement. Car la peur a un impact profond sur une personne. Elle la rend plus vulnérable, plus dépendante des mauvaises influences.
Et Diana n'a pas seulement été trompée pendant ces semaines-là, elle a été isolée. C'est peut-être là l'aspect le plus cruel, non pas les mensonges eux-mêmes, mais le fait qu'il l'ait privée des personnes qui auraient le mieux pu la protéger. Je me suis souvent demandé comment sa vie aurait été différente si une seule personne l'avait convaincue que les preuves qu'elle voyait étaient fausses. Ou ce qui se serait passé si quelqu'un au sein du système avait calculé plus tôt à quel point cette manipulation pouvait être dangereuse pour une personne soumise à une pression extrême depuis des années. Mais le passé ne peut être réécrit. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de comprendre. Et cette recherche m'a mené au cœur même du chagrin de Diana, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Tout au long de cette épreuve, une question m'a taraudé: dans quelle mesure notre confiance envers les personnes et les institutions repose-t-elle sur des suppositions, et à quelle vitesse cette confiance peut-elle s'évaporer lorsqu'une personne décide de déformer la vérité? L'engrenage dans lequel Diana s'est retrouvée prise au piège nous rappelle douloureusement que la frontière entre protection et tromperie peut parfois être terriblement ténue. Plus j'avançais dans la reconstitution des événements entourant Diana, plus je sentais que je ne cherchais pas seulement la vérité, mais que j'étais aussi confronté à une sombre réalité institutionnelle soigneusement dissimulée pendant des années. Jusque-là, j'avais toujours cru qu'en m'abstenant de toute spéculation, en me concentrant sur les faits et les procédures officielles, je pourrais conserver une certaine objectivité. Mais dès que j'ai posé les yeux sur les preuves médico-légales, les documents, les horodatages, les analyses, les incohérences, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Car cette fois, il n'y avait plus de place pour le doute, plus aucune possibilité de dire que tout cela avait pu être exagéré. Cette fois, j'avais la preuve que Diana avait bel et bien été victime d'une manipulation choquante. Et cette prise de conscience m'a frappé plus fort que je ne l'avais imaginé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la précision glaçante de ces preuves. Il ne s'agissait plus de témoignages ou de souvenirs personnels sujets à interprétation, mais de faits techniques avérés. Les analyses médico-légales des relevés bancaires falsifiés ont démontré de manière concluante qui les avait créés, quand ils avaient été créés, comment ils avaient été modifiés et comment ils avaient été utilisés précisément pour convaincre Diana de l'existence d'un ennemi inexistant. Ces rapports, que la technologie actuelle permet d'analyser dans les moindres détails, ont révélé une réalité que je n'avais jamais osé soupçonner. La tromperie n'était pas seulement le fait d'individus, mais aussi le fruit d'une ingénierie méticuleuse menée au niveau technique et institutionnel. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai examiné la chronologie des communications internes de la BBC. Courriels, notes, correspondances orphelines, tout indiquait que l'organisation savait depuis le début que les documents utilisés par Bachir étaient faux. Pas peut-être, impossible, certainement. Et pourtant, pendant des années, la vérité est restée enfouie sous des montagnes d'excuses bureaucratiques et de dissimulation délibérée. En consultant ces documents, j'ai eu un nœud à l'estomac. Depuis combien de temps le savait-il ? Combien de personnes ont fermé les yeux parce que c'était plus facile que d'admettre qu'un journaliste, soutenu par le nom d'une institution nationale, avait délibérément trompé une femme vulnérable. J'avais du mal à respirer en lisant les rapports internes. Non pas parce que j'étais surprise que des erreurs aient été commises, nous en faisons tous, mais parce que j'étais confronté à un schéma bien plus profond et inquiétant qu'une simple erreur humaine. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé ni d'un concours de circonstances malheureux. Il s'agissait d'une défaillance systémique, une forme d'autoprotection institutionnelle qui primait sur l'honnêteté, la transparence et l'humanité. Et cela me rendait non seulement triste, mais aussi en colère. Car combien de fois osons-nous croire que les grandes organisations, avec toutes leurs règles et leurs structures, incarnent l'intégrité ? Ce qui me hantait, c'était l'idée que tout cela avait commencé il y a 30 ans, mais que la vérité n'éclatait au grand jour que maintenant. Qu'est-ce que cela révèle de notre rapport en tant que société aux institutions puissantes ? À quel point leur accordons-nous une confiance aveugle sans jamais nous interroger sur ce qui se passe à huis clos ? En lisant les témoignages de ceux qui avaient tenté d'alerter l'opinion publique à l'époque, mais qui avaient été ignorés ou minimisés, j'ai eu le sentiment que l'histoire se présentait non pas comme une simple succession d'événements, mais comme un miroir. Un miroir qui montrait avec quelle facilité la vérité peut être étouffée lorsqu'elle dérange ou nuit à ceux qui détiennent le pouvoir. Il était impossible de lire tout cela sans se demander ce qui aurait pu se passer autrement. Et si quelqu'un au sein du système était intervenu plus tôt, et si les falsifications avaient été immédiatement expliquées à Diana, et si la BBC avait privilégié l'honnêteté à la préservation de sa réputation, la réponse à toutes ces questions est aussi douloureuse que difficile. Peut-être que Diana serait encore en vie. Peut-être qu'elle se serait sentie plus en sécurité. Peut-être qu'elle ne se serait jamais aliéné les personnes les mieux placées pour la protéger. Et peut-être, qui sait, l'histoire aurait-elle pris un autre tournant. En poursuivant ma lecture, j'ai aussi pris conscience de l'ampleur de l'érosion de la confiance dans les médias causée par ce scandale. J'ai repensé à toutes ces fois où, dans ma propre vie, j'avais aveuglément fait confiance à des informations provenant de sources prétendument fiables.
J'ai songé à la facilité avec laquelle on peut croire que les grandes institutions servent toujours l'intérêt public. Mais que faire face à la preuve que même ces institutions sont prêtes à déformer la vérité à leur avantage? Cela m'a amené à réfléchir à la responsabilité, non seulement celle des journalistes et des administrateurs, mais aussi la nôtre en tant que citoyens. Car avec quelle facilité sommes-nous influencés par des récits plus séduisants que la vérité? L'enquête médico-légale ne visait pas seulement à démasquer les faux documents. Elle avait aussi une signification plus profonde. Elle a prouvé que les peurs de Diana ne provenaient ni d'hypersensibilité ni d'instabilité, mais d'une manipulation concrète orchestrée par une personne ayant les moyens d'influencer ses convictions. Cette révélation fut un véritable coup de massue. Combien de fois l'avait-on jugée irrationnelle? Combien de fois ses émotions avaient-elles été minimisées? Combien de fois sa souffrance avait-elle été attribuée à l'hystérie alors qu'il s'avérait désormais qu'elle réagissait à une réalité artificiellement créée par d'autres? Lorsque je me suis arrêté et que j'ai retiré mes mains des documents, j'ai ressenti à la fois du soulagement et de la honte. Du soulagement car je comprenais enfin ce qui s'était réellement passé. De la honte car comme tant d'autres, j'avais cru pendant des années que sa paranoïa pouvait provenir de son état mental, alors qu'il était désormais clair qu'elle était alimentée par de fausses informations. Je me suis demandé combien de choses aurions-nous pu éviter si en tant que famille, en tant qu'institution, en tant que société, nous avions su plus tôt ce qui façonnait réellement son monde intérieur. Et au fond de moi, je savais que cette vérité me hantait, car elle parlait non seulement de Diana, mais aussi de nous tous. Elle parlait de la facilité avec laquelle on peut tromper les gens lorsque la source paraît digne de confiance. Elle parlait de la fragilité de la confiance lorsqu'elle repose sur les apparences. Et elle parlait de l'importance de ne jamais oublier que même les institutions les plus respectées ne sont pas à l'abri de l'erreur, ni même parfois de la tromperie délibérée. Il y a eu un moment au cours de mes recherches où toutes les pièces du puzzle, les faux documents, les déclarations manipulées, l'isolement systématique de Diana se sont assemblés en une image insoutenable. C'était comme si soudain je ne voyais plus des faits isolés mais un lien indissoluble reliant directement les manipulations de Bachir à ce tunnel parisien où Diana a rendu son dernier souffle. Jusque-là, j'avais toujours tenté de considérer sa mort comme une tragique coïncidence, un conducteur ivre, une voiture poursuivie des paparazzis ayant depuis longtemps perdu tout sens moral. Mais désormais, je devais envisager la possibilité que les circonstances qui l'avaient rendu si vulnérable aient été créées bien plus tôt, et que cette chute à Paris n'était peut-être pas sans lien avec la supercherie qui l'avait précédée. En poursuivant ma lecture, j'ai moi été confronté à la douloureuse réalité et Diana n'a commencé à prendre ses distances avec son service de sécurité officiel qu'après l'interview. Après des années passées sous la protection de professionnels aguerris, elle a soudainement opté pour une sécurité privée dépourvue de la même expérience et de la même rigueur. J'ai constaté à travers les témoignages qu'elle doutait des intentions de tous ceux qui l'entouraient et qu'elle avait fini par croire que même ceux qui étaient censés garantir sa sécurité n'étaient pas dignes de confiance. Et j'ai compris d'une manière troublante que cette conviction n'était pas née spontanément. Elle avait été soigneusement semée. L'idée que quelqu'un puisse la convaincre que sa vie était en danger tout en discréditant ses protecteurs me hantait. Comment peut-on espérer qu'une femme soumise à une pression immense depuis des années puisse évaluer rationnellement qui est vraiment de son côté, alors que des mensonges façonnent sa vision du monde? Je revenais sans cesse à la même question. Et si Diana n'avait jamais refusé sa protection? Et si ce soir-là, elle n'avait pas été dépendante d'une équipe chaotique et désorganisée, mais de professionnels qui la connaissaient depuis des années? Cette simple pensée était insoutenable. La situation s'est encore compliquée lorsque j'ai lu les mots de Charles Spencer qui qualifiait les conséquences de l'entretien de mortel. Je suis resté de longues minutes à méditer sur cette seule phrase. Mortel, fatal. Ce n'était pas une déclaration excessivement émotionnelle, c'était la conclusion implacable de quelqu'un qui avait analysé les détails en profondeur. Et je devais l'admettre, ce mot sonnait terriblement juste. Car lorsqu'une personne, déjà vulnérable, est convaincue que son entourage est composé de traîtres, elle prend des décisions qui la mettent en danger encore davantage. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction en chaîne. Le récit de ces derniers jours se déroulait comme un film dans mon esprit. Son transfert à une équipe de sécurité non préparée à assurer sa protection. La décision de voyager sans professionnel. Le chaos des paparazzis qui la suivaient, l'absence de coordination stratégique, et puis ce moment dans le tunnel. Tout cela non plus un événement isolé, mais la conséquence de mois d'isolement et de peur. J'ai revu les reconstitutions de cette nuit-là. Le verre l'acier, les flashs des appareils photo, la panique. C'était presque insupportable de réaliser qu'elle ne serait peut-être jamais montée dans cette voiture si sa confiance n'avait pas été brisée plus tôt. Si quelqu'un lui avait dit que les relevés bancaires étaient falsifiés. Si quelqu'un à la BBC avait agi honnêtement. Si quelqu'un avait osé dire « on vous trompe ». Mais personne ne l'a fait. Et à cause de cela, Diana s'est retrouvée seule cette nuit-là d'une solitude qui dépassait de loin la simple distance physique.
En assimilant tout cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un doute quant à la notion même de accident tragique. Car si l'accident en lui-même n'était pas le fruit d'un complot, les événements qui l'ont précédé y ressemblaient fort d'un complot de négligence, de manipulation et de défaillance de la surveillance. Dans ce contexte, sa mort n'était plus un simple moment tragique, mais l'aboutissement d'un processus qui l'éloignait toujours plus de la vérité. C'était comme si l'on avait remplacé un pont de verre sous ses pieds par une fine couche de glace. Sa rupture n'était pas une surprise, elle était inévitable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la pensée de ses enfants. 2 jeunes garçons qui ne comprenaient pas pourquoi leur mère se trouvait hors de leur monde protégé à ce moment-là. Qui ne voyaient pas comment la peur influençait ses décisions. Comment sa méfiance alimentée par des mensonges l'éloignait de ceux qui auraient pu la sauver. Comment son désir d'autonomie, que je comprends si bien, avait été exploité par quelqu'un qui voyait en sa vulnérabilité une opportunité. Et puis il y a eu la réaction de ceux qui venaient tout juste de découvrir la vérité. Quand j'ai appris comment la princesse Anne s'est effondrée en découvrant le dossier complet, une femme qui exprime si rarement ses émotions, j'ai ressenti sa douleur. Car le chagrin ne naît pas seulement du passé, mais aussi de l'avenir. Elle, comme moi, a vu non seulement le passé, mais aussi toutes les possibilités anéanties par les mensonges. La question qui me hante depuis lors est simple mais dévastatrice. Combien de tragédies commencent par un mensonge ? Et combien de ces mensonges ne deviennent apparents que lorsqu'il est trop tard pour réparer quoi que ce soit ? J'ai senti que cette histoire ne serait plus jamais la même pour moi. Que le chemin vers Paris n'était pas qu'une métaphore, mais un véritable chemin tracé dès l'instant où quelqu'un avait décidé de trahir la confiance de Diana. Et je savais que je ne pouvais plus détourner le regard de la vérité maintenant que je voyais à quel point la frontière entre manipulation et ruine est ténue. Quand j'ai rassemblé toutes les pièces du puzzle, les faux, les manipulations, la dissimulation institutionnelle, la tragique réaction en chaîne jusqu'à Paris, j'ai compris que je n'étais plus seulement une enquêtrice du passé. Je suis devenue malgré moi une participante à une histoire qui se poursuivait, une histoire qui ne s'arrêtait pas avec la mort de Diana, mais qui s'étendait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est précisément à ce carrefour-là, où passé et présent se rejoignent, que ma propre quête de justice a commencé. Non pas parce que je pensais pouvoir changer le passé, mais parce que je sentais que refuser de détourner le regard était le seul cadeau que je pouvais lui faire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'à ce moment-là, je ne me contentais plus d'examiner des documents. Je voyais des personnes, William, Harry, la famille, tous ceux qui subissaient encore les conséquences de décisions qu'ils n'avaient jamais prises. En repensant à William, alors âgé de 13 ans, regardant l'interview où sa mère était à la fois exposée et détruite, j'ai ressenti un mélange de chagrin et de colère difficile à exprimer. Qu'est-ce que cela a dû être de voir le monde entier juger la partie la plus intime de sa vie d'enfant ? Et comment vivre avec une telle épreuve en grandissant, en réalisant qu'une grande partie du chaos environnant découlait de mensonges qui auraient dû être révélés avant qu'il ne soit trop tard ? J'ai été profondément touché d'apprendre que William avait lui-même constitué une équipe des années plus tard pour enfin faire éclater la vérité. Non pas en tant que prince, non pas en tant que personnalité publique, mais en tant que fils. Dans sa détermination, j'ai retrouvé ce que je ressentais en moi. Il y a des limites à ce que l'on peut tolérer lorsque l'injustice se perpétue de génération en génération. Et c'est peut-être là le véritable sens de la justice, non pas la vengeance, non pas les représailles, mais l'exigence de clarté. Le refus de laisser les erreurs disparaître dans les brumes de l'histoire et de la bureaucratie. Mais la justice est toujours complexe, surtout lorsque le coupable n'est pas un individu mais un système. Une institution protégée pendant des années par sa réputation, son pouvoir, son histoire. Ma frustration s'est de plus en plus concentrée sur la BBC dans son ensemble. Non seulement à cause de Bachir, mais aussi à cause de la culture du silence, de la suppression délibérée de documents, du refus d'assumer la responsabilité de décisions qui ont brisé des vies. Comment demander des comptes à une institution qui s'est placée au-dessus de toute critique pendant des années ? Et comment s'assurer que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas ? En réfléchissant, j'ai réalisé que la justice ne se résume pas à la punition, mais englobe aussi le changement. Il s'agit de restaurer la confiance dans des institutions ébranlées par les abus de pouvoir. Il s'agit de protéger ceux qui dépendent de ces institutions comme Diana, comme tant d'autres. Et il s'agit de promouvoir une culture où la vérité ne peut être dissimulée sous prétexte qu'elle dérange. J'ai beaucoup réfléchi au rôle des médias dans tout cela. Non seulement comme auteurs de ces actes, mais aussi comme instruments qui, utilisés à bon escient, peuvent révéler les abus. Car si les médias ont commis une erreur cruciale, c'est finalement grâce au journalisme que la vérité a éclaté. Et cela me laisse perplexe. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à un système qui offre à la fois protection et danger ? Comment distinguer les histoires importantes de celles qui ne servent qu'à faire les gros titres ? Et comment garantir que les personnes vulnérables ne soient plus jamais victimes d'une imprudence déguisée en journalisme ? Mes pensées revenaient sans cesse à Harry. Sa méfiance envers la presse, son désir de protéger sa famille, des mêmes forces qui avaient détruit sa mère, tout cela me paraissait soudain terriblement compréhensible.
Là où j'aurais pu penser auparavant qu'il exagérait, je voyais désormais un homme qui avait constaté dès son plus jeune âge à quel point les médias pouvaient être dangereux lorsqu'ils abandonnaient leurs responsabilités. Il n'avait pas seulement perdu sa mère, il avait perdu la certitude que les sources d'informations auxquelles on devrait pouvoir se fier le sont réellement. Et pourtant, au cœur de ces ténèbres, j'ai aussi ressenti autre chose, une soif de vérité comme source de guérison. Non seulement pour la famille, mais pour tous ceux qui portent encore les événements de cette époque dans leurs souvenirs, leurs sentiments et leurs croyances. L'idée que nous nous rapprochions enfin du cœur de la vérité des décennies plus tard m'a redonné un sens à ma vie que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. J'ai constaté que cette quête ne m'avait pas amère, mais au contraire, elle m'avait éveillé. C'était comme si je comprenais soudain que la justice n'est pas un processus linéaire, mais un cycle. Un cycle où l'on pose des questions, où l'on cherche des réponses, où l'on remet en cause les systèmes et où l'on a le courage d'admettre que nous nous sommes parfois trompés pendant des décennies. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que cette quête m'ait fait, la capacité d'accepter que la vérité prenne du temps, que la justice puisse être lente mais non moins précieuse. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les nouvelles preuves qui émergent, je sais que je ne renoncerai pas à ce combat. Car rendre justice à Diana ne se résume pas au passé. Il s'agit de ce que nous voulons être en tant que société. Choisirons-nous la transparence ou l'indifférence, la vérité ou la facilité, la responsabilité ou le silence? Et chaque fois que je repense à cette nuit à Paris aux années précédentes, à tout ce qui a été perdu parce que les mensonges ont pris le pas sur la vérité, je me pose la même question: combien de vies auraient été différentes si la vérité n'avait jamais été déformée? C'est peut-être là le cœur de ma quête, non pas l'illusion de pouvoir changer l'histoire, mais la conviction de pouvoir contribuer à un avenir où personne ne mourra parce que la vérité serait restée trop longtemps cachée.